Bienvenue dans la clinique audio. Je suis Dr Voice et je veux d'abord te dire une chose. Ici, tu es en sécurité. Il n'y a pas de jugement, pas de pression, juste un espace pour toi. Ici, ta voix compte. Ce que tu dis, ce que tu ressens, ce que tu gardes en silence, tout a sa place. Auditeurs et auditrices, aujourd'hui nous recevons Joyce. Merci d'avoir accepté notre invitation, Joyce. Merci de m'avoir reçu. Merci d'être là. Ça va? Ça va. Je sais que ce n'est pas facile de venir déposer certaines blessures ici. Et pour ça, je veux t'honorer. Je veux t'honorer pour ton courage. Bravo. Merci. T'es vraiment courageuse. Avant de commencer, je voudrais qu'on prenne un moment pour respirer ensemble, toi et moi. Tu vas juste fermer les yeux. Ferme tranquillement les yeux. Visualise que chaque bouffée d'air que tu vas prendre est une énergie pour te recharger. Inspire. Recharge. Expire. Décharge. Inspire doucement. Recharge. Attends un instant. Expire doucement. Doucement. Joyce, chaque respiration est une porte qui t'amène un peu plus dans cet espace de sécurité qu'on te propose. Ici, personne ne te brusque. Tu avances à ton rythme. Dis-moi, quand tu penses à ton histoire, par où aimerais-tu commencer aujourd'hui? Par le début. Nous t'écoutons, Joyce. J'avais entre 8 et 10 ans, si je ne me trompe pas. Bon, je dirais 8 parce que mon papa décède quand j'ai 11 ans. Ouais. Et mon papa venait en tout cas d'une grande famille. Son père a lui, dont mon grand-père était polygame. Étant le seul qui est vraiment un peu réussi, si on va dire comme ça. Il abritait dans la maison ses autres petits frères, cousins. Et parmi eux, il y avait un qui était le fils de son oncle, voilà, son oncle à lui. Quand j'étais petite, ma mère sortait, donc elle restait pas à la maison, elle travaillait. Mon papa également. Donc on se retrouvait généralement à la maison avec les autres. Donc mes oncles, une cousine et 2 autres sœurs, je dirais adoptives, parce que c'était des petites sœurs d'un grand ami à mon père. Quand il est décédé, mon papa a décidé de les abriter chez nous. Donc la maison était pleine. Et ce qui se passait avec le cousin de mon oncle, en fait, c'était qu'à chaque fois que on se retrouvait seul, peut-être parce que les autres sont allés jouer, du moins tout le monde sortait à la maison. Et moi, avec mes camarades ou chez les voisins, on jouait toujours dans la cour parce qu'on avait une grande cour. Ils se plaçaient souvent à la porte de l'entrée principale du salon et ils me faisaient un signe de la main. Viens. Bah, la première fois, je suis allée, c'était genre, tonton m'appelle. Quand j'arrive, il me traîne, il me dit suis-moi parce qu'on a un couloir à la maison. La première fois, il m'a porté, il m'a mis sur lui parce qu'il était très grand de taille. Il m'a porté, il m'a mis sur lui. Il a pris ma main qu'il a envoyée dans son pantalon. Et pendant qu'il le faisait, j'étais là, je le regardais. Je disais, tonton. Il me dit, non, ne dis rien, ça va et tout. Et il fumait tout le temps, donc il sentait la cigarette. C'est-à-dire, jusqu'aujourd'hui, c'est la seule odeur que je ne peux pas supporter. Donc, quand il passe ma main et que je m'exclame, tonton,
La première fois, il m'a déposé, il m'a dit, OK, va continuer de jouer, ne dis à personne. Je dis, OK, je suis partie. La deuxième fois, j'étais au salon, seule, je visionnais. Il est venu s'asseoir juste à côté de moi, c'était un canapé de 2 places. Il est venu s'asseoir à côté de moi. Il me dit, reste concentré, continue de visionner. Je dis, d'accord. J'étais assise comme ça, dans une posture, les pieds étaient sur le canapé également. Il a posé sa main sur ma cuisse. Je l'ai regardé. Il me dit, t'inquiète, laisse. Je dis, OK. Il a posé la main sur ma cuisse. Ensuite, il a envoyé ses doigts directement dans mon slip. Il a commencé à me toucher. Il a commencé à me toucher. Il a fait des jeux avec ses doigts et tout. Je dis, tonton, je n'aime pas, il faut arrêter. Il me dit, laisse ça. Est-ce que ça te fait mal? Je dis, non, ça me fait pas mal, mais je n'aime pas. Il me dit, laisse. Est-ce que je vais te faire du mal? Je dis, non. Il me dit, OK. Il a continué. Et pendant qu'il le faisait, avec une main, l'autre main était sur lui. Il se touchait, je suppose, parce que je n'arrivais même plus à le regarder. Et moi, j'étais là. Je ne pleurais pas, je ne parlais plus. J'étais juste comme ça. Et après ce jour, c'était une habitude. Parfois, il venait dans la chambre. Pendant que je dormais, parce que je dormais avec ma petite soeur. C'était un lit en étage, mais on dormait en bas. Il venait très souvent dans la chambre quand tout le monde dormait. Quand j'étais couchée, endormie, je sentais simplement une main qui se posait sur moi. Et quand j'ouvrais les yeux, c'était lui. Et il me faisait... J'avais 8 ans. Oui, entre 8 et 10 ans. Il continuait. Chaque soir, il venait, il mettait ses doigts sur ma culotte, il me tripotait et tout. Parfois, c'était la scène au couloir. Quand les autres sont en train de jouer, il me porte, il me met sur lui. Puis il se touche, il fait des trucs, il me regarde, il me dit, ça ne fait pas mal. Je dis, oui, ça ne fait pas mal. C'est des attouchements comme ça. Et une fois, je me sentais déjà tellement mal à l'aise, je me sentais mal. J'en ai parlé à une cousine qui est la fille de la grande sœur à ma mère, parce qu'avec elle, on s'entendait bien, on causait et tout. Je lui ai dit, vraiment, il y a quelque chose que je te dis, mais j'ai peur que tu rapportes et tout. Elle me dit, non, dis-moi, il y a quoi? Je lui ai raconté. Elle me dit, tu as déjà dit à qui? Je dis à personne. Elle me dit, OK, on ne peut pas directement aller en parler à papa, mais on va passer par quelqu'un qui peut parler à papa. Je dis, OK. Et la personne qu'elle a jugée, c'était le petit frère de mon père, mais le dernier né. On est allé le voir, on lui a expliqué. À cette époque, il était jeune, il devait avoir, je crois, 18 ans. Et il m'a regardé, il m'a dit, OK, je vais voir comment je vais en parler à papa. Mais ne dis à personne. Je dis, d'accord, je vais dire à personne. Et lui aussi, il n'a rien fait. Il n'a rien dit à mon père. Et ça continuait. Ça commençait à être récurrent. Maintenant, c'était à chaque fois qu'il n'y a personne qu'on se retrouvait. Et je voulais même plus rester à la maison. Maintenant, je voulais tout le temps sortir, aller chez des voisines, aller chez une copine et tout. Mais à chaque fois qu'il avait l'occasion qu'on se retrouvait seul, il me touchait. Et à une période, il est parti de la maison. Je crois que c'était pour le travail, je ne sais plus trop. Mais il est parti. Donc, il est parti. Maintenant, ma cousine même, à qui j'avais raconté ça, elle devait avoir à cette époque peut-être 15 ou 16 ans. En tout cas, elle était ado. Parce qu'elle faisait 3e ou 2e comme ça. Le soir, parce qu'on aimait visionner jusqu'à tard le soir. Le soir, à partir de 22h, elle mettait RTL 9. Je me souviens de la chaîne. Et ce qui passait, c'était des films X. Donc, la première fois quand elle a mis, je me suis levée pour aller me coucher, genre... Elle me dit, tu pars, on reste, on va regarder. Je dis, OK. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Une nuit, parce que comme je dis, dans notre chambre, je dormais en bas avec ma petite soeur et elle dormait au-dessus avec une autre fille, une autre soeur à moi. Et il y avait un autre matelas au sol pour une autre soeur. Un soir, je sais pas où les gens étaient, mais la maison était vide. Je pense que mes parents avaient voyagé. Mais voilà, quand mes parents voyageaient, tout le monde profitait pour sortir, aller s'amuser et tout. Donc le soir, là, on est resté seul à la maison. Elle me dit, on a reproduit ce qu'on a vu à la télé. Je dis, quoi?
Il me dit, ce qu'on a vu, non, ce qu'on voit souvent le soir, là. Je lui dis, mais c'est toujours les hommes et les femmes. Elle dit, oui, même entre filles, parfois ça passe. Je lui dis, ok. Elle m'a demandé de lui sucer les seins, ce que j'ai fait. Ensuite, elle passait la main sur moi, elle me touchait. Et elle m'a même demandé de lui lécher les parties intimes. De lui faire une fellation. Ouais, de lui faire une fellation. Un cunnilingus. Ah, c'est ça. Exactement. Elle m'a demandé de lui faire ça. Je lui ai dit, Mich, quoi comme ça? Elle me dit, ah, ça va, est-ce que ça fait mal? Ça fait quoi? On essaye seulement. Ce que j'ai fait. Et un autre soir, elle a voulu qu'on reprenne. Je lui ai dit, non, moi, je ne veux plus. Ça ne me plaît pas, je n'aime pas. Elle m'a dit, ok. Après le décès de mon papa, ma mère décide que je vais aller vivre à Yaoundé chez un oncle que je ne connaissais pas. C'était pas vraiment un oncle parce que c'était le fils à la sœur, la tante de mon père, je pense. Je ne le connaissais pas, je ne connaissais même pas sa famille, rien du tout. Donc, je lui ai dit, ok. Elle a essayé de me dire que c'était ce qu'il y a de mieux à faire et tout. Je lui ai dit, d'accord. Et j'étais allée à Yaoundé. Il était venu me chercher à Douala. Nous sommes arrivés chez lui. Première fois, accueil chaleureux, tout est bien. Ils avaient déjà 2 enfants et ma tante, ma mère là, était enceinte. Donc quand je suis arrivée, comme je dis, c'était bien. Les débuts, on m'a inscrit au lycée. Je suis allée au lycée la première année là. Je faisais déjà 5e parce que mon papa 17, je faisais au moins 2. Et en salle, on avait un professeur, du moins un nouveau professeur d'SVT, qui nous avait proposé de commencer les cours de danse, les danses de salon, salsa, rumba, lambada. Ce que je voulais bien, parce que voilà, j'avais pas envie de rentrer à la maison chaque fois après les cours, pas parce que j'étais maltraitée à la maison, non, mais parce que j'arrivais pas à m'intégrer, je m'y sentais pas encore. Donc j'ai demandé la permission à la maison, ma mère a refusé. Je me suis entêtée parce que je voulais vraiment faire ça. Et un jour, mon professeur là me dit, Joyce, on a un concours, je ne sais pas où c'est, la salle d'omnisport, je ne sais plus trop. Est-ce que tu peux venir? J'ai dit oui. C'est après les cours. Il me dit non, le bus va venir nous chercher à la pause. J'ai dit d'accord. Si je peux être rentrée à l'heure où les cours se terminent habituellement, je peux aller. Il me dit ok, allons-y. Nous sommes allés et après, je ne sais pas si c'était après le concours directement où on a marqué une pause, je ne sais pas trop. Il est venu, il me dit, tu fais quoi? Je lui dis rien. Il me dit, ok, viens, on va aller faire un tour. Je lui dis, d'accord. Je suis descendue, je l'ai suivi. Nous sommes arrivés. C'était comme un champ parce qu'on a descendu une colline et dans le champ, il n'y avait rien, juste des arbres avec une petite cabane. Il me dit, tu sais que tu es une très belle fille. Je lui dis, oui, je sais, merci. Vous aussi, vous êtes un bel homme. Il me dit, d'accord. Tu vis avec qui? Je lui dis, avec mon père et ma mère. Il me dit, ok, vous vivez où? Je lui dis là où on vivait. Il me dit, ok. Il y avait un banc. On était assis sur le banc quand on discutait. Après, il me dit, couche-toi un peu. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, non, juste comme ça, couche-toi un peu, je vais faire quelque chose. Je lui dis, ok, je me suis couchée. Après, il me dit, ça ne va pas te faire mal. Je lui dis, d'accord. Il pose la main sur ma cuisse, parce que notre tenue, c'était une chemisette et une jupe. Il pose la main sur ma cuisse, il soulève ma jupe, il baisse ma culotte. Je lui dis, monsieur, vous faites quoi? Il me dit, si tu cries, tu sais qu'on ne va pas t'entendre, non? Je lui dis, ok. Il a mis ses mains, il a tripoté ses mains à l'intérieur de moi et tout. Je lui disais, monsieur, pardon, ça me fait mal. Il me dit, non, ça ne fait pas mal. Je lui dis, ok. Après, je ne parlais plus, j'étais là, je le regardais. Et quand il s'est levé, je ne sais pas pourquoi il se levait, je ne sais pas ce qu'il voulait faire, mais il y a eu un groupe de petits enfants qui sont passés là.
Ils se sont arrêtés, ils nous ont regardés. Il les a chassés, il m'a dit, habite-toi, on part. Donc, j'ai soulevé juste ma culotte et puis nous sommes partis. J'ai parlé de ça à personne, je suis rentrée. J'ai fait 2 ans chez ma maman là. Et après, elle a rappelé ma mère, elle a dit à ma mère que non, c'était assez difficile à vivre, je n'arrivais pas à m'intégrer, que vraiment, avec ce qu'elle a vécu avec moi dans son état, elle ne veut pas revivre ça, je pourrais impacter ses enfants et tout. Ma tante est venue me récupérer chez elle. En fait, ce qui fait même qu'elle me fasse partie de chez elle, c'est qu'en 4e, on nous a demandé de rédiger une lettre à notre mère. Ça, c'était le sujet. De rédiger une lettre à notre mère qui lui raconte comment la nounou nous maltraite. Bon, ça c'était... Du coup, j'ai écrit. Et pourtant, j'ai un esprit très imaginaire. Donc, je n'écrivais pas ce que je vivais, non, mais je faisais le devoir qu'on m'a demandé de faire. Donc, j'ai écrit des mots. Vu qu'on nous conseillait toujours de faire sur le brouillon avant de mettre au propre. J'ai fait au brouillon, après j'ai mis au propre, je suis rentrée avec le brouillon à la maison, elle est tombée sur ça. Elle m'a dit, ah d'accord, donc c'est comme ça que tu vois que je te traite et tout. Je dis, non maman, c'est un devoir. Elle me dit, ce n'est pas un devoir. Je dis, maman, c'est un devoir. Elle me dit, ce n'est pas un devoir. Son mari est rentré, elle en a parlé à son mari, elle a dit que vraiment elle ne peut plus supporter. J'ai pleuré le jour-là, j'étais suppliée en lui faisant comprendre que c'était le devoir. Elle m'a dit que ce n'est pas le devoir. On en parlait à toute la famille, mes cousines sont venues me dire, comment tu as pu faire ça et tout. Donc c'est comme ça que je rentre chez ma mère. Ma mère dit, elle passait des moments très difficiles parce que nous sommes 3. Elle décide d'aller nous laisser chez sa grande sœur. On va chez sa grande sœur là-bas. Il y avait son mari, on connaissait son mari comme un homme très strict, vraiment qui ne criait pas. Mais la vieillesse et tout, je me dis, il était devenu un peu plus... Donc quand nous sommes arrivés, il y avait seulement moi, ma petite soeur, mon petit frère. Et leur fille qui venait de sortir de l'internat, mais elle n'était pas là pour longtemps. Là, je partais en 3e. Oui, je devais faire le BPC, je partais en 3e. En 3e, à l'école, la grande partie de mes professeurs me faisaient des avances. Ils disaient, tu sais, pour ton âge, tu es très éveillée, tu es très intelligente, en plus, tu es une belle fille et tout. Ils me faisaient tous des avances. Jusqu'à ce que, parce que à la maison, on nous a pris des jeunes du quartier qui allaient nous apporter des cours de soutien. Alors parmi eux, il y avait un. Quand je le regardais, je disais, il n'est pas mal. Peut-être un jour, quand il va passer le bac, on pourrait être ensemble. On faisait les cours de répétition soit chez nous, soit chez eux. Alors un jour, il me dit, il faut dire aux autres qu'on aura cours plutôt chez nous. Le lendemain, il me dit, non, ne leur dis pas, je leur ai dit. Donc quand toi, tu vas entrer de l'école, il faut venir. Je lui dis, ok. Je suis arrivée, j'étais dans la salle d'études, seule, 30 minutes, 45 minutes, personne ne vient. Parce que la salle d'études était en bas et la maison était en haut. Donc je sors, je m'en vais, il était au salon. Je lui dis, mais tu as dit que les autres arrivaient, les autres sont où? Il me dit, ah, tu les as trop attendus, c'est que peut-être ils vont plus venir. Je lui dis tous, genre personne ne vient. Il me dit, ah si, ils ne sont pas venus, c'est qu'ils ne vont pas venir. Je lui dis, ok, moi je vais rentrer alors. Il me dit, pourquoi? Assois-toi, on va visionner. Tu ne dois pas étudier chaque jour, il faut souvent te divertir aussi. Je me suis assise. On regardait un dessin animé. Après, il s'est levé, il a pris le couloir de la chambre. Parce que je connaissais la maison. C'était la femme qui vivait là, était très amie aussi à ma mère, chez qui je vivais. Il prend le couloir, il prend la direction de la chambre. Et quand il arrive dans la chambre, il m'appelle. Il me dit, viens un peu, je vais te montrer un truc. Je lui dis, quoi? Il me dit, viens, n'aie pas peur, viens. Quand j'arrive, je suis placée d'abord à l'entrée de la porte. Il me dit, pourquoi tu as peur? Je pense qu'il va te faire quoi? Entre, non. Je suis entrée, il a fermé la porte derrière moi. Je lui ai dit, c'est quoi que tu voulais me montrer? Il me dit, est-ce que je ne te plais pas? Je le regarde, je lui dis, oui. Et il me dit, toi et moi, on peut être ensemble, non? Je lui dis, oui, pourquoi pas? Mais après mon bac. Il lâche avec quel âge? J'avais 14 ans. J'avais 14 ans vu que je faisais 3e. Oui, j'avais 14 ans. Il me dit, pourquoi jusqu'à après ton bac, pourtant tu es déjà assez grande? Je lui dis, ah, parce qu'on nous a dit que c'est après le bac qu'on peut commencer une relation.
Il me dit, ok, mais tu sais, il y a des gens qui commencent plus tôt et tout. En parlant, il se rapprochait. Après, je lui ai dit, tu sais que tu es l'amie de ma sœur à la maison qui était la fille des gens chez qui je vivais. Tu sais que tu es l'amie de ma sœur, pardon. Si elle entend ça, tu auras des problèmes. Je n'aime pas ce que tu es en train de faire là. Il me dit non. Qui va d'abord lui dire? Est-ce que toi tu vas lui dire? Je lui dis non. Il me dit ok, moi je ne vais pas lui dire. Il se rapproche et quand j'ai senti qu'il était trop près, je lui dis ça va, arrête-toi. Il me dit non, il ne s'arrête pas. Que si s'arrête pas, je vais lui faire quoi? Et du coup, il m'a fait asseoir de force sur le lit. Je le regarde. Je suis calée là. Il m'a regardé, il me dit c'est quoi? Je lui dis je veux pas. Il me dit laisse. Ça va, tu vas aimer, ça va pas faire mal. Je dis non, je veux pas parce que je ne suis pas prête. Après, il m'a dit, tu sais, tu peux crier. Hein. Je lui dis pardon. Il me dit oui, si tu veux, tu cries, mais ça va rien changer. Je lui dis ok. Il m'a couché sur le lit. Je suis d'abord restée là, je le regardais. Il a baissé son pantalon. Et quand il est venu se placer au-dessus de moi, je lui dis vraiment, je ne veux pas. Et en plus, tu n'es même pas en train de te protéger. Tu vas me faire mal et tout. Il me dit non, ça va pas faire mal. Du coup, j'ai essayé de me débattre. On a essayé. On était là, on était en train de se débattre. J'étais couchée sur le lit au niveau en tout cas, du haut du lit. Maintenant, en voulant me lever de force, il m'a poussée brusquement. Je me suis fait mal. Je ne sais pas si, quand je me suis fait mal, j'ai seulement perdu conscience ou si j'ai fait quoi. Mais après, quand j'ai ouvert les yeux, il était sur moi. Il faisait des va-et-vient. J'étais comme ça, je le regardais. J'ai pas crié, j'ai pas paniqué, j'ai rien fait. Parce que quand j'ai ouvert les yeux, je l'ai vu seulement genre en quelques secondes, il a fait ses va-et-vient peut-être 2-3 fois et puis il est descendu, il s'est levé, il est descendu. Je lui ai dit, ah, maintenant tu es content. Il me dit, ah, quand tu faisais d'abord quoi comme ça, est-ce que ça a fait mal? J'avais une robe rose. Je me lève. Quand je me suis levée sur le coup, bah, je me suis levée, j'avais seulement une envie de sortir, aller à la maison. Mais quand je sors, je sens derrière ma robe, elle est mouillée. Je me tourne, je vois du sang. Petit mince. Et j'étais dans un quartier où il y avait toujours les jeunes assis devant leur porte et tout. Donc, je ne savais pas comment j'allais sortir de là, arriver à la maison. Je ne savais pas. J'étais là, bloquée. J'appelle le petit frère. J'appelle le petit frère du gars. Je lui dis, pardon, je veux sortir de chez vous, mais je me suis salie. Je ne sais pas comment il va faire. Il me dit, ok, attends, je regarde s'il y a encore les gens dehors. Il part, il regarde. Il me dit, il n'y a personne, tu peux sortir. Je suis sortie parce que c'était juste en face. Je suis sortie. Je suis entrée chez nous. C'était déjà la tombée de la nuit, il n'y avait personne à la maison. Je suis allée direct à la douche. J'ai ouvert l'eau et j'ai laissé couler. Je ne sais pas combien de temps est passé. Ce que je sais, c'est que je suis restée à la douche. Il était peut-être 18h30, 19h quand j'entrais à la douche. Et je suis ressortie quand j'ai entendu la voix de ma mère. Elle est entre autour de 20h passées, 21h. Quand j'ai entendu sa voix, j'ai sursauté. Et puis, je sais pas, c'est comme si quand j'ai sauté, je me suis rendu compte que j'étais sous la douche. Donc, du coup, je me suis frottée rapidement. Je suis sortie, bonsoir maman, elle me dit ça va, elle dit ça va bien. Je suis allée dans la chambre. J'ai raconté à personne pendant les 2-3 jours qui ont suivi. Et après, j'ai appelé une amie, je lui ai dit, écoute, voilà ce qui s'est passé avec elle. Elle me dit, ah, ok, ça va. Ça veut dire que maintenant, tu es déjà comme, tu es une femme comme nous. Je dis, ah. D'accord. Après elle, je me suis confiée à un professeur à l'école que j'appréciais beaucoup parce qu'il était beaucoup plus âgé, il était ouvert, il aimait nous. En tout cas, en classe, il était très ouvert, il parlait, il dit, vous pouvez me parler, je suis comme votre père et tout. Alors un jour, je suis allée vers lui, je lui ai dit, monsieur, vraiment, j'aimerais vous parler, mais je ne sais pas comment je vais commencer. Il me dit, non, parle-moi, ouvre-toi, n'aie pas peur et tout. Je lui ai parlé, je lui ai tout raconté. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais t'aider. Il était professeur des arts martiaux. Il me dit, déjà, tu dois commencer à faire des arts parce que ça va t'aider à déstresser, à évacuer et tout. Ce que j'ai accepté. Parfois, il donnait ses cours hors de l'école. Donc, parfois, il me disait, ok, demain, on va les faire hors de l'école. Est-ce que tu vas venir avec les autres membres de l'équipe? Je dis, d'accord. Une fois, deux fois, trois fois. La troisième fois, il me dit, la prochaine séance aura lieu chez lui. Je lui dis, vous travaillez souvent chez vous? Il me dit, oui. Première fois, oui, il y avait tout le monde. On a travaillé. Deuxième fois, on a travaillé. La troisième fois, quand il me dit encore chez lui, je dis, ok. J'arrive, il n'y a personne. Je lui dis, mais les autres sont où? Il me dit,
ils arrivent. Je dis d'accord. Et comme je dis, c'était quelqu'un qui j'avais déjà su. Je le voyais vraiment comme un père. Je lui dis, ok, aujourd'hui, vous n'avez pas préparé aujourd'hui. Il me dit, non, il n'a pas préparé. Et après, j'étais fatiguée. J'avais tellement attendu que j'étais fatiguée. Je lui dis, bon, moi, je vais rentrer parce que je vais me reposer. Il me dit, non, tu peux rentrer dans l'autre chambre, là, te coucher. En attendant, il n'y a pas de problème. Dès que tu as fini de dormir, je pourrai te lever, tu rentres. Je dis, ok, monsieur. Je suis allée, je me suis couchée. Mais j'ai pas dormi, je ne trouvais pas le sommeil. Il est venu se coucher à côté de moi. On regardait le plafond. Il me dit, comment tu te sens? Je lui dis, bien. Il me dit, non, je ne parle pas de ça. Je lui dis, par rapport à ce que tu as vécu, comment tu vas aujourd'hui? Je lui dis, ah, moi, ça va. Je ne le déteste pas. Quand je le regarde, c'est le vide. Donc, moi, je ne sais pas. Il me dit, est-ce que tu lui as pardonné? Je lui dis, ah, je ne sais pas ce que j'aurai à lui reprocher. Il me dit, ok. Après, il me dit, est-ce que depuis, après ça, un autre homme t'a touché? Je lui dis non. Parce que j'évite, je ne veux pas. Il me dit, ok. Il pose la main sur moi. Je dis, monsieur. Il me dit, non, ça fait partie de la thérapie. Il faut que tu traverses ça. Il faut que tu te sentes mieux. Il faut que tu passes à autre chose. Ça va t'aider et tout. Il faut que tu revives certains trucs. Sinon, tu vas rester figé et après, tu ne pourras plus rien ressentir dans tes prochaines relations et tout, machin. Je lui dis, ok. Il pose la main. Il refait la même chose. Il baisse ma culotte. Il commence à faire des touchés et tout. Il me touche, il me touche. Il me dit, qu'est-ce que tu ressens? Je lui dis, du dégoût. Je n'aime pas ce que vous êtes en train de faire. Il me dit, non, c'est un problème. Ça veut dire qu'il faudra qu'on le fasse de temps à autre pour que je te sente bien. Ça va t'aider à guérir. Je lui dis, monsieur, je n'aime pas du tout. Il me dit, non, pour un début, c'est comme ça. Tu vas pas aimer, tu vas sentir du dégoût. Mais au fur et à mesure, tu vas t'habituer, tu vas prendre goût et tout. Je lui dis, en tout cas, mais pour aujourd'hui, là, moi, je ne veux plus continuer, je veux rentrer. Il me dit, ok, je ne vais pas te brusquer, je ne vais pas te forcer, mais il faudra que tu reviennes pour qu'on essaye encore. Je lui ai dit, ok, j'ai suivi. Je me suis levée, je me suis rhabillée, je suis partie. Après que je sois partie, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il ne venait plus à l'école pendant 1-2 semaines. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas cherché à savoir d'ailleurs. La troisième passée, je vais en seconde et on a un professeur d'SVT qui, bizarrement, lui, je ne sais pas, lui, je suis allée vers lui. Pour lui, c'est moi qui suis allée vers lui. Parce que quand il est entré la première fois, je me suis dit, ah, cet homme me plaît, voilà, un bel homme et tout. Je suis allée vers lui, je lui ai dit, monsieur, c'était le jour de son anniversaire, je lui ai offert un cadeau. Je lui ai dit, monsieur, c'est pour vous. Il me dit, hey, toi, tu me fais un cadeau, pourquoi? Je lui ai dit, parce que vous me plaisez. Il me dit, ah, je lui ai dit, oui. Il me dit, ok. Et tu penses qu'on va gérer comment? Je lui ai dit, je ne sais pas. Il me dit, ok. La première fois, le premier rendez-vous, il m'invite chez lui. Je suis arrivée. Il me dit, tu es vraiment prête à avoir une relation avec quelqu'un comme moi? Je lui dis, je ne sais pas, mais si je n'essaye pas, je ne saurais pas. Il me dit, ok. La première fois, il me dit, parle-moi de toi. Bah, j'ai parlé vaguement, j'ai jamais rien raconté. Il me dit, ok. Il m'a embrassée. Je n'ai pas répondu à son baiser. Il m'a touchée. Et dès qu'il a posé les mains sur ma cuisse, je lui ai dit, je ne suis pas prête. Il me dit, ok, tu peux rentrer d'abord. Je suis rentrée. Il y a eu un autre rendez-vous, je suis partie toujours. Et jusque-là, à chaque fois qu'il posait la main sur moi, je disais, je ne suis pas prête. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci, on va essayer. Je suis rentrée. Mais la troisième fois, il me dit, au fini, je ne sais pas ce que tu veux. Tu me dis que tu veux être avec moi, mais après, tu dis que tu ne veux plus. Et puis, je ne comprends pas. Tu veux quoi finalement? Je lui ai dit ce jour, ok, faisons-le. Il me dit, d'accord. Il m'a déshabillée, il s'est déshabillé, j'étais couchée sur le lit. Il est monté. Il me dit, je vais le faire. Je lui dis, oui, vas-y. Du coup, il est entré. J'étais là. Je le regardais. Quand il a fini, il me dit, comment tu te sens? Je n'ai rien dit. Je suis allée sous la douche, je me suis lavée. Je me suis rhabillée, je suis partie. Je ne l'ai plus jamais écrit, je ne l'ai pas contacté, rien du tout. Et après, j'ai pu chercher à avoir des nouvelles. J'ai simplement continué. Première, terminale, même chemin, les professeurs qui ne cessaient de me faire des avances. Il y avait un particulièrement qui voulait, d'après lui, m'épouser, qui a vraiment insisté. Je suis sortie de là, je faisais seconde. Je suis encore allée dans un autre lycée parce qu'on est retourné chez ma mère. Je suis allée dans un autre lycée. Et après,
je me suis rendu compte en fait que j'avais plus aucune attirance pour des personnes de ma génération. Pour moi, si tu n'étais pas âgé d'un certain niveau, vraiment, tu ne m'intéressais pas. Je ne te calculais même pas. Je t'ai dit, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc, quand un jeune de ma génération se plaçait, tu me plais, je dis, ouais, continue de courir. Et j'ai l'impression que, étant dans cet état d'esprit-là, c'est ce que j'attirais. Donc, bon, c'est vrai que de première en terminale, personne. Mais il y a un particulièrement avec qui j'ai vraiment entamé une relation. On s'est mis ensemble. Je lui ai un peu raconté ce par quoi je suis passée. Bon, je n'ai même pas tout raconté. Je lui ai raconté simplement la première fois. Et je lui ai dit, je veux que tu attendes que je passe mon bac avant qu'on essaye quoi que ce soit. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème vu que je faisais terminale déjà. Donc, du coup, on se voyait, mais il ne se passait rien. Et quand j'ai composé le bac, il m'appelle, il me dit, tu as déjà composé? Je lui dis, oui. Ok. Je suis arrivée chez lui. Il a commencé les préliminaires, il m'a embrassé, il m'a touché et tout. J'essayais d'être dans le bain. Et quand il m'a pénétré, les larmes ont coulé. Direct. Les larmes ont coulé, j'arrivais pas à les arrêter. Il me dit, c'est quoi, ça fait mal? Je dis, non, mais arrête-toi. Il s'est arrêté, je lui ai donné le dos, j'ai pleuré à chaudes larmes. Il me dit, c'est quoi, tu as mal, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, j'ai pas mal, je sais pas, mais je veux rentrer. Je suis rentrée. Après, on s'est revus, on a discuté. Il me dit, tu sais, je sais que c'est pas facile. Il a essayé de me consoler. Deuxième acte, à chaque fois, comme la dernière fois, dès qu'il m'a pénétré, j'ai coulé des larmes, à chaudes larmes. 3 fois, 4 fois, je pleurais toujours. Il m'a dit, bon, ok, là, je pense que c'est bon. J'essaye. Et puis, toi, apparemment, tu n'es pas prête et tout. Quand tu seras prête, il faudra revenir. Bah, on s'est séparés comme ça, à cause d'une histoire assez bidon là. Moi, je l'ai quitté. Par la suite, j'ai rencontré le père de mon enfant, un monsieur avec 14 ans d'écart, je pense. Parce que j'avais 22 ans quand je l'ai rencontré et lui, il en avait 34. Il m'a abordé, on s'est échangé de contact, premier rendez-vous, on a causé, on a parlé. Je suis allée chez lui, on s'est embrassé. Après, je lui ai dit, il faut que je rentre, je suis rentrée. Avec lui, je dirais que j'ai vécu une histoire assez particulière. J'ai essayé de m'ouvrir, j'ai essayé, j'ai pas tout dit, mais j'ai donné une partie. Et il s'est comporté comme le père que j'ai pas eu. Il a été attentif à tout ce que je disais. Il a été attentionné, il a été protecteur parce que vraiment, il était là. À chaque fois que je faisais peut-être quelque chose qu'il fallait pas, c'est lui qui me disait non, on fait pas comme ça, on fait plutôt comme ça. Donc, je me suis sentie à l'aise dans la relation avec lui, je me sentais bien. Donc, un jour, j'ai décidé de lui dire, ok, voilà ce que j'ai vécu, voilà. Il me dit, ok, c'est pas grave, tu vas en guérir, tu vas te relever, c'est pas compliqué, c'est pas trop de ta faute. Et on vivait la relation normalement, jusqu'à ce qu'un jour on ait des problèmes et qu'ils me disent qu'au final, qui sait, peut-être c'est même moi qui cherchais mes propres problèmes, peut-être c'est moi qui, de façon consciente ou inconsciente, qui a dessiné tout ce qui est arrivé et tout. Je lui ai dit, ah, d'accord. Mais après, j'avais pardonné ça, on a continué ensemble et au fini, ce qui nous a même séparés, c'était la famille. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai voulu réellement rester. Pas parce qu'il me faisait... Pas parce que je dirais même pas que je l'aimais comme il fallait, mais il y avait cette sécurité-là. Il me comprenait. Il m'écoutait. Et ça, c'était au début. Hein, parce qu'après, quand j'ai accouché, avec l'histoire que j'ai vécue avec mon fils, où on m'a amené partout à 5 mois de grossesse, quand j'ai découvert la grossesse, où on voulait me faire retirer l'enfant à 5 mois. Ma famille était pour que je retire cet enfant parce que je devais voyager. Et on le voyait comme celui-là qui est venu empiéter le projet et tout. Ça a été une période assez difficile pour moi, au point où je regardais mon ventre et je me disais, toi, qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu viens emmerder ma vie en fait? Je n'étais pas voulu. Parce que oui, j'ai découvert ma grossesse à 5 mois. Je voyais mes règles, j'avais aucun symptôme, rien du tout. Et
c'était une période où je me suis retrouvée vraiment abandonnée à moi-même jusqu'à ce que j'accouche. Quand j'ai accouché, je regardais l'enfant là, je lui donnais le sein parce que voilà, si je lui donnais pas le sein, il allait mourir et puis on allait dire que j'ai tué mon enfant. Donc je lui donnais aussi le sein comme ça. Je pensais à cette période-là que je pouvais compter sur son soutien avec ce que je traversais, avec ma famille et tout. Mais c'est aussi à ce moment-là net que lui-même m'a lâché. Il m'a dit, bah écoute, ta famille ne me veut pas, ta famille juge que c'est moi qui suis venu cacher ta vie, ta famille, donc je préfère me retirer que de forcer. J'ai essayé par tous les moyens de lui dire que c'est en ce moment même que j'ai besoin de toi parce que ma relation déjà avec ma mère, c'est une relation assez compliquée. C'est quelque chose que je vis même pas déjà très bien et voilà, me laisser maintenant, c'est m'achever en fait. Il me dit, il sera là pour l'enfant, mais vraiment pour le reste, je n'ai qu'à laisser. J'ai essayé, ouais, j'ai tout fait. J'ai porté l'enfant, j'allais là-bas, mais rien. Et depuis lors, ouais, je ne sais pas si c'est normal ou si c'est pas normal, mais pour moi, si un homme ne me dépasse pas, s'il n'y a pas un certain écart, il ne m'intéresse pas. Pas du tout. Je ne veux même pas savoir ce qu'il fait. Je ne veux pas savoir si ses intentions sont bonnes ou pas. Je veux quelqu'un avec qui je me dis je vais être en sécurité, tout simplement. En sécurité émotionnelle. C'est terminé. Tu peux rien ajouter? Je ne veux plus rien ajouter. D'accord. Merci Joyce de partager ça avec nous. Comment tu te sens maintenant là en parlant de ça? Comment tu te sens maintenant? J'ai la poitrine qui presse un peu, mais ça va. D'accord. Parfois notre corps parle avant les mots. Là, pendant que tu partages, est-ce que tu sens une tension quelque part? Tu as précisé que c'est ta poitrine qui se serre. D'accord. Félicitations Joyce, tu as été très courageuse. Merci. Tu as eu la force de te lever, quitter de l'intérieur pour l'extérieur, c'est pas facile. Un voyage qui nécessite beaucoup de carburant. Et maintenant, pour la suite, tu as décidé de dévoiler ton visage. Oui, C'est vraiment courageux de ta part. Félicitations. merci. Bon courage pour la suite, Joyce. Merci, Dr. Weiss. Ce que vous venez d'entendre n'est pas qu'une histoire. C'est un cas de santé mentale. Chaque mot prononcé, chaque silence, chaque hésitation véhicule un message. Ici, dans Sexual Confidence, nous analysons au-delà des mots. Entrons ensemble dans l'analyse profonde de cette expérience pour comprendre ce que le corps a dit, que la bouche n'a pas su dire. Bonjour Joyce. Bonjour, docteur. Bienvenue dans la clinique audio. Merci de m'accueillir. Comment tu te sens et tout? Après avoir raconté ton expérience, comment tu te sens? Ben, j'ai un peu la boule au ventre. Mais sinon, l'atmosphère a été détendue, ça va. D'accord. Mais la boule, c'est pourquoi tu as l'impression que je vais... Non, j'ai peur de... En fait, jusqu'où on va se plonger. Ok, tu as peur que j'entre dans ta tête. Voilà. D'accord. Voilà, dis-moi, raconte-moi. Tu es né dans une famille de combien d'enfants? 3. 3 enfants. Tu es le quatrième, Je suis l'aîné. enfant. L'aîné? Ah oui. Ah, wow. C'est pour ça que c'est toi qu'on a un peu... On t'a un peu secoué. Ok, j'ai compris. Et voilà, tu étais quel type de petite fille dans ton enfance et tout? Joyeuse. Qui aimait jouer. Oui. Qui aimait beaucoup jouer. Mhm. Qui allait facilement au contact des gens. Oui, toujours. J'aimais me frotter aux hommes. Aujourd'hui, toujours, j'aime oui. Les fous rires et tout. Ouais. Voilà. Et parmi les expériences que tu as vécues, les traumatismes et tout que tu as vécu, laquelle des expériences est restée ancrée en toi? Je pense que celle que j'ai du mal à évacuer ou à oublier, c'est la toute première avec mon oncle. Ouais. Parce que voilà, après avec lui, on a continué de se voir, il venait à la maison et
Je restais naturelle. C'était même comme si je faisais comme si je me souvenais même pas de ça. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours fait comme si je me souviens pas de ça, en fait. Et quand tu le voyais, tu ressentais quoi? Je sais pas, les sentiments étaient mitigés. Donc, je restais comme ça. Il me parlait. Et puis, quand j'ai commencé à grandir, quand je suis revenue à la maison, il était plutôt mon ami. Donc, il me disait, je sais que tu peux te confier, je sais que tu peux me parler. Je sais que maman n'est pas très ouverte, maman a toujours ses problèmes, mais à moi, tu peux tout me dire. Donc, ouais, je lui Donc, parlais. il est passé du bourreau Mhm. au Au confident. confident, ouais. Et comment ça se passait? C'est-à-dire, quand tu te retrouvais avec lui, je suppose que pour que tu puisses te confier à lui, il fallait que tu sois seule avec lui. Oui, et généralement, c'était toujours à la maison, donc toujours chez nous. Donc oui, parfois, on se retrouvait au salon là, seul. Il posait des questions, je répondais, on causait naturellement. Est-ce que tu n'as pas essayé de, un jour, lui demander, mais tonton, pourquoi tu me faisais ce que... Jamais, Hum, jamais. demander. Oui, en fait, je me dis que j'ai même jamais voulu reparler de ça avec lui. Jamais. Ton oncle, tu as dit qu'il était marié. Non, il n'était pas Il marié. n'était pas Lui, il n'était pas marié. marié. Lui, il n'était pas marié. OK. Mais je veux comprendre. Essaye de m'expliquer les étapes. À quel moment est-ce que la balle a changé le camp? C'est-à-dire que tu es passé d'une petite fille traumatisée qui fuit quelqu'un qui posait des actes, parce que tu as bien souligné que tu n'aimais plus rester à la maison et tout. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu es traumatisée et tu deviens sa confidente, tu deviens son amie? Est-ce que c'est pas parce que tu n'avais pas un peu le choix? En fait, je me dis, la période où j'ai quitté la maison, que je suis allée ailleurs, À Yaoundé. oui, à Yaoundé, après je m'attends. Donc quand je reviens, bah voilà, il est là, il vit pas loin, il vient tout le temps à la maison. Juste comme ça, Et ça n'a plus jamais essayé de se reproduire. plus jamais. Je vais te laisser d'abord toi, et je vais entrer dans la vie de cet oncle-là. Raconte-moi un peu sa vie. C'était quel type de monsieur? Il vivait comment? Est-ce qu'il était seul? Est-ce qu'il avait des enfants? Est-ce que vous étiez seulement avec lui? Il vivait seul, mais plus tard, j'ai appris qu'il avait une relation et la fille était enceinte même, mais après, elle a perdu la vie avec le bébé. Je ne sais donc pas si c'est la période là qu'il faisait ce qu'il faisait. Je ne peux pas reconstituer les faits. Non, tu n'as pas besoin, c'est pas ton Voilà. pouvoir. Donc, Que ce soit à cette période qu'il ait perdu un enfant ou pas, on Ouais. s'en tape éperdument. Moi, je cherche juste à te faire comprendre une ou deux, trois choses. Lui, il vivait seul, comme je dis. Et il vivait pas loin de la maison, donc tout le temps, il était à la maison. D'accord. Et il effectuait, quoi comme métier, l'élevage. Mais pas à la maison. C'était très, très loin là. Parfois, il partait, il faisait 2, 3 jours, parfois une semaine, et il revenait. Ok. Donc, c'était un homme qui vivait seul, Oui, avec des petits-enfants. oui, à la Il maison. t'a confondu à un objet de plaisir sexuel. Oui, effectivement. D'accord. Il y a quelque chose dans ton histoire qui m'a marqué, c'est que tu as souligné et tu as dit, pas une fois, pas deux fois, tu as dit, j'étais l'élève que tous les professeurs draguaient. Comment ça se fait? Honnêtement, je ne sais pas. Bon, après, le jour où le père de mon enfant m'a dit, dans une dispute, que qui sait, peut-être c'est même toi qui as tiré tout ça. Bah, ce jour, je suis restée, je me suis dit, peut-être qu'il a raison. Peut-être de par ma façon de faire, de par mes attitudes. Je ne sais pas quelles sont ces attitudes-là, mais peut-être oui, c'est moi qui a tiré cela. Ouais, non, c'est ce que je me suis dit. Parce que pratiquement tous mes professeurs hommes, parce qu'on avait aussi des professeurs femmes, mais pratiquement tous me faisaient des avances, ils me draguaient. Ok. Tu étais quel type d'élève à l'école? Plutôt brillant. Tu étais chef de classe Bon, ou délégué? Ou chef du journal? rien Ou de bien tout celle ça. qui écrit les noms? Rien de tout ça. En fait, je sais qu'avec en seconde, là où tous mes professeurs me draguaient, en seconde, lors du cours d'SVT, je pense que c'est de là que je me suis même fait remarquer déjà par le professeur. En question? Oui, bah voilà, j'étais brave, j'avais toujours des premières notes. Et je pense que, oui, la séquence là, je suis sortie première. Et tout le monde était choqué parce qu'on avait une là qui était première depuis la 6e. C'est elle qui était toujours première. Dans la séquence là, quand je suis sortie première, tout le monde s'est dit, tous les professeurs m'ont regardé, que oui, tu as fait beaucoup d'efforts et tout. Mais c'était la seule fois. Parce que voilà, j'étais motivée,
Après, la motivation a un peu fui. Oui. Après, on a arrêté d'étudier. Oui. Voilà, ça peut arriver. Mais aujourd'hui, tu es là où tu es placée devant moi. Voilà, ça se voit que tu es une fille intelligente, que tu es instruite, tu es belle, tu es rayonnante, Merci. tu es joviale. Voilà. Après toutes ces expériences-là, tu as raconté l'expérience avec le père de ton enfant. Mais est-ce qu'après, tu as eu des relations? Ce que je vais souligner déjà, c'est que de toutes ces expériences-là, particulièrement avec le père de mon enfant, il aimait me rappeler que je suis sexuellement trop active. J'en venais. Ouais. J'en venais. Tu m'as dévancé. Mais j'en venais. D'accord. Oui, entrons une fois. Oui. Parce que c'est là-bas que j'atterris. Bon, ton cerveau n'a pas besoin de le préparer. Même pas. Direct. Non, non, pas du tout. On est sur la même longueur, donc j'en venais. Ouais. Oui, tu dis que le père de ton enfant aimait te dire que tu es Oui, sexuellement trop active. actif. Oui, il disait que ça, il n'arrive plus à suivre le rythme, que vraiment, je demande trop, je réclame trop, on n'arrive pas à me satisfaire, c'est vraiment compliqué et tout. Mais est-ce que tu es le genre de femme qui est juste sexuellement active avec son partenaire ou qui peut, si la question ne te dérange pas, être avec d'autres personnes? Je me suis retrouvée dans des situations comme ça. Bon, au départ, c'est pas que je veux que ce soit comme ça. Non, mais je te comprends Oui. parfaitement. Mais après, c'est Rassure-toi. que bah, si lui n'arrive pas à Ouais. me mettre bien, peut-être l'autre-là pourra, mais comme je veux pas me séparer de lui, je vais essayer et puis je verrai. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà retrouvée dans des situations où tu te dis, purée, j'ai tellement envie de faire l'amour que je peux pas me retenir. Je peux pas. C'est impossible. Oui. Oui. Et ça t'arrive constamment ou bien ça t'est arrivé 1 ou 2, 3 fois? Non, ça m'arrive constamment. Ça m'arrive constamment. J'en venais en disant ceci. Tu as raconté une expérience qui m'a marquée et d'ailleurs c'est là où j'ai compris ton profil, que tu es quelqu'un d'hyper sexualisé qui, sur le plan intime, est très, très libéral. Parce que c'est ce que je suppose, c'est ce que j'ai compris en étudiant ton profil pendant que tu témoignais. L'expérience avec ton professeur à Yaoundé, que tu prenais comme une figure paternelle, tu te rappelles, qui t'a emmené progressivement à mettre ta confiance en lui, Oui. mais qui, plus tard, a retourné cette confiance-là en quelque chose de sexuel. Ouais. Comment tu l'as vécu? Le premier jour-là, j'étais choquée. Je suis rentrée, je me suis dit, même celui en qui j'ai posé ma confiance a finalement essayé de faire ce que les autres ont essayé de faire. Au finish, bah voilà. Si ce n'est que comme ça que je pourrais entrer en confiance, je pourrais faire confiance à quelqu'un, on verra. Peut-être les prochaines fois, je vais d'abord dire, ok, faisons-le, et puis on va voir si je peux te faire confiance ou pas. Donc ce soir-là, je me suis dit, ok, si je l'ai pris pour mon père, pour mon grand frère, et que je lui ai tout dit, et qu'il a quand même essayé, je ne peux plus me confier à personne alors. C'est ce que je me suis dit. Si je te demande en un mot de définir c'est quoi le sexe, tu vas me dire que c'est quoi? Je dirais que c'est un moment de plaisir que deux personnes partagent intensément parce qu'ils s'aiment. Intensement. Ouais. Ça veut dire que s'il n'y a pas intensement, Ah. Si c'est un peu froid là, je sais pas. on laisse tomber direct et tout. Donc, ça veut dire que tu aimes des sensations fortes. Ouais. Ça veut dire que chaque fois que tu as un acte sexuel, tu veux vraiment sentir que j'ai eu ça, en fait. Oui, je veux pouvoir, au finish, rester comme ça, sentir mon corps, dire que oui, maman. Et j'en conclus que, en fait, ta manière d'expulser tes traumas, tu t'es réfugié dans ta sexualité. Parce que c'est comme ça que j'ai compris. J'ai vu une Joyce qui est très libérale, dans ta gestuelle, très ouverte. Par contre, il y a 2 problèmes. Lorsqu'on transforme ces traumas en plaisir, parce que, tu vas m'excuser, je pense que ça ne te brutalise pas, ça ne te dérange pas tant que ça, parce que c'est la vérité et que tu es une fille qui est très ouverte. Mais dans ton cas, tu as pris tes traumatismes pour fuir la peur. Certainement à cause de ta personnalité joviale et tout, tu as transformé ça en quelque chose de bestial. Et cette chose de bestial-là, c'est le sexe. Ouais. Sans plaisir, vraiment, mais ouais, au début,
J'étais comme ça. Je faisais aussi. Parce que... Je te dis qu'il y a même quoi dans l'affaire, c'est que tout le monde demande. C'est ça. Allez, viens, c'est trop bien. Je te dis qu'il y a quoi dans l'histoire. Il y a même quoi. Ouais. Ouais, je me suis dit, ok, on va voir. D'accord. Maintenant, je vais te poser une question qui est quand même indiscrète. Qu'est-ce que tu ressens après avoir fait l'amour? Qu'est-ce que tu te dis après chaque acte sexuel? Bon, les premières fois, après mes différentes traumas, je ressentais rien. La fois où, quand j'ai fini, je me suis sentie bien, c'était avec le père de mon enfant. Donc, je me sentais bien à chaque fois. À chaque fois qu'on finissait, je sentais comme une certaine... Apaisée. Oui, comme si je... Déchargée. En fait, ouais. Émotionnellement déchargée. Oui, en fait. Est-ce que c'est pas à partir de ce moment-là que cette flamme-là est montée à la surface? C'est la chose. Ah, docteur Nastia, est-ce que je peux dire que docteur Nastia, je suis trop dans ma tête? Trop. Moi-même, je sais. Maintenant, je vais te poser quand même une question indiscrète aussi. Je rappelle que Joyce est libre de répondre aux questions comme elle le est. C'est-à-dire que voilà, mais je pense que ce qu'on fait ici, c'est pour que les personnes qui sont comme toi dans ta situation, Clairement. voilà, puissent se retrouver et voilà, essayer d'avoir des solutions. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de consommer du porno, par exemple? Oui, j'ai déjà regardé. Et qu'est-ce que ça te procure? Les films pour adultes, hein, je rappelle que qu'on parle de porno. Je sais pas, ça me stimule, ça me donne des envies. Moi, ça me donnait parce que après j'ai arrêté complètement. Parce que, en même temps que ça suscitait quelques envies, ça suscitait aussi une gêne. J'aimais pas trop. Regarder. Oui, en fait. Ok. Et quand ça te suscitait des envies, est-ce que tu te donnais parfois à des plaisirs solitaires? Non. Jamais? Jamais. Ok. La seule fois où j'ai essayé, c'est parce que j'ai suivi la vidéo d'une dame qui disait que pour explorer, pour comprendre son corps, il fallait parfois le faire seul. C'était pas moi, la dame de par C'était toi. Mais docteur, fais pas ça. C'était toi. Non, mais après, voilà, tu as vu que... parce que je me suis trop reconnue dans les paroles, là. Il faut explorer et tout. Oui, c'est bien, il faut explorer. Mais ce qui est bien, c'est que tu as gardé ton contrôle face à cet acte-là. Parce que c'est là où il y a le débat et tout. Mais comment tu fais la transition entre Joyce, par exemple, qui est consciente, parce que tu es une fille pleine d'énergie, très consciente, et Joyce qui, sur un côté intimité, est insatiable. Comment toi, tu justifierais ça, par exemple, quand tu réfléchis? Je sais même pas. Je sais pas. Mais je veux que tu donnes un mot, c'est-à-dire que concentre-toi 2 secondes et fais ressortir le mot qui te vient. À ce moment-là, c'est-à-dire que me voici, je suis Joyce, je suis en pétard. Quel est le mot qui me vient? Le seul mot qui est en train de sonner dans ma tête maintenant, c'est douleur. Pourtant, je vois pas, je vois de douleur nulle part. C'est peut-être parce que je suis là, tu vois que j'ai les talons, je vais peut-être te faire mal. Non. Je sais pas, j'ai le bic, je peux te laisser un œil, je sais pas. Non. Honnêtement. C'est douleur, justement. Ça fait rire, mais c'est douleur en fait. Douleur pourquoi? Parce que, tu sais, il y a des personnes qui ont la capacité de, comment on appelle, transposer une émotion d'un organe à un autre. C'est-à-dire que tu prends une émotion qui est cérébrale, c'est-à-dire dans ta tête, tu la mets dans ton sexe. D'accord. Tu comprends bien? Comprends bien ce que je te dis, parce que c'est Ouais. là où ta guérison viendra. Tu prends une douleur qui est dans ta tête, tu l'enlèves de ta tête pour qu'elle ne soit pas, qu'elle ne te torture pas. Exactement. Qu'elle ne te torture pas, qu'elle ne te donne pas envie d'avoir des insomnies et tout. Mais tu la mets dans un acte qui, pour toi, au départ, ne signifiait pas grand-chose. Et puisque ça devient viscéral, c'est-à-dire qu'on vit avec des douleurs, on vit... Parce que la vie est stressante. Tu peux marcher entre quelqu'un t'énerve. Tu peux tourner là, quelqu'un t'énerve. Du coup, comme la douleur est viscérale, c'est une transposition du tic au tac. C'est-à-dire, au lieu d'avoir mal ici, on réagit là. Est-ce que tu te reconnais dans mon récit? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Ben,
qu'on m'aide à mieux comprendre ça, parce que c'est compris, mais de façon superficielle. Il faudra mieux comprendre pour qu'effectivement je réussisse à canaliser ou alors mieux diriger. Ouais, mieux prendre le dessus sur ça et me dire que bon, ok. Parce que j'ai déjà essayé, commencé à le faire, mais Par quelle méthode? Tu as utilisé quelle méthode? bah, aucune méthode, j'essaie seulement de me retenir. Je me dis que J'essaie de te voilà, retenir. ouais, que voilà, ça va. Il faut que tu essayes de te contenir, de te dire que voilà, il faudra que tu fasses les choses autrement. C'est ce que je veux dire. Est-ce que dans la vie de tous les jours, on t'a déjà dit que tu es l'ami de tout le monde? Ta mère. Elle dit que tu es l'ami de tout le monde. Pourquoi? Elle dit ça pourquoi? Comme je disais tout à l'heure, la relation avec ma mère, C'est c'était une mère kata-kata. même pas kata-kata dans les mots, oui. Oui. Ouais, ça, faut le dire. Et Elle Dieu, te c'est sort ta de petite tête là. Oh, Tu ne restes pas tranquille. tranquille, tes petits pieds là sont Tu es toujours en trop train de marcher. agitée. Oh, je suis trop ta mère à ce moment. Je suis trop dans les, je suis trop dans les têtes des gens. En fait, c'est tout ma mère. C'est pour ça que je t'ai posé la question. En fait, ça dit que quels sont, voilà, les trucs et tout. C'est tout ma mère. Maintenant, quand elle te dit ça, et quand tu regardes un peu ta manière de fonctionner, toi, tu te dis quoi? Qu'après, en fait, elle a raison. C'est ce que je me dis. En partie, elle a raison, même si c'est pas net comme elle le dit ou comme elle le pense, mais si on y regarde bien, voilà. Pourquoi elle n'a pas tort, c'est ça. Est-ce que je te considérais comme une fille qui n'a pas de personnalité? Oui, je Pourquoi? pourrais dire ça comme ça. Bah, parce que Pourquoi il est difficile pour moi de répondre à la question Qu'est-ce qui que es-tu? tu veux? Qu'est-ce Exactement. que tu veux? Ouais, Tu j'ai aspires compris à ça. quoi? Mhm. Tu sais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Parce que tu cherches constamment la validation des autres. Et tu cherches la validation des autres parce que très tôt, tu as été instrumentalisé. Tu as été instrumentalisé par qui? Un, par le monsieur là. Deux, par ta cousine là, qui te faisait des trucs, les filles font et tout ça là. Trois, pareil, je sais, j'en passe et j'en passe. Et tu sais quoi, j'en passe. Ensuite, ça t'a empêché, en tant que petite fille, de forger ta propre personnalité. Parce que tu as été instrumentalisée. Par conséquent, je suis sûre que tu es le genre de personne, si tu avais X, tu es colérique avec X, tu es jovial avec Y, tu as 5 personnes qui connaissent 5 personnalités différentes. Ah, docteur Nassi, applaudis pour moi, s'il te plaît. Je suis trop dans ta tête. Voilà. Donc, je te parle de ça pour dire que ta guérison vient de là. Ta guérison vient du fait que quand tu rentres chez toi le soir, tu essaies de voir, tu te demandes, ok, Joyce, ouais, j'étais là, j'ai tel truc, je fais telle chose, mais première des choses, quelles sont mes qualités? Deuxième des choses, quels sont mes défauts? Parce que jusque si je te pose, tu peux pas citer. Oui, je sais, j'ai compris. C'est pour ça que je ne perds pas le temps. On est en émission et tout, je ne peux pas perdre le temps. Mais il faut que tu notes ça. À la fin de l'émission, je vais te noter les questions. D'accord. Première question, quelles sont mes qualités? Deuxième question, quels sont mes défauts? Troisième question, qu'est-ce qui m'excite? Les gens, généralement, en connaissant, ne comprennent pas le rapport quand je parle de sexualité avec la vie de tous les jours. Mais la sexualité étant la partie bestiale d'un individu, c'est ça qui guide forcément ses attachements. C'est-à-dire que tu peux être une personne, comme tu es là, tu es très joviale, sauf que tu as une qualité en toi que tu exploites mal. C'est quoi? C'est, comment on appelle la disponibilité? Les gens qui sont toujours là pour les autres, là et tout. Tu es quelqu'un de disponible. Sauf que tu le fais savoir par ton langage corporel. Et c'est ce langage corporel-là qui donne l'impression aux gens qu'en fait, cette disponibilité-là que tu montres, c'est une manière d'aguicher les gens. Tu as compris maintenant? Voilà. Ok. Voilà. Tu es une fille trop gentille. C'est déjà, tu es gentille, tu es disponible. C'est déjà, tu dis que, est-ce que tu sais, là, tu as quitté, tu es parti. Oui, je t'ai vu depuis. Oh, c'est trop vrai, docteur Nassia. Moi, j'aime qu'on prononce mon nom, je suis Mazou. Donc, voilà, c'est ça. Maintenant, il y a ces questions-là que je dois te poser, pardon. Qualité, défaut, à quoi j'aspire. Quand tu ressors tes qualités, tu énumères tes qualités. Dans les qualités, il y a une face noire et une face positive.
Moi, je pense que tu exploites la face noire de tes qualités. C'est-à-dire que tu décontextualises à quel moment il faut avoir ces qualités-là. Tu les mets dans un autre contexte et ça t'expose à un certain genre de comportement et un certain style de personne. Tu vois, c'est pour ça qu'avec le père de ton enfant, il t'a sorti la phrase de « tu n'es pas sûr que c'est toi ». Je tiens à rappeler ici qu'aucun acte d'agression sexuelle, aucun acte de violence n'est justifié, ne peut être justifiable parce que c'est la personne qui pose l'acte qui est atteinte psychologiquement. Mais toi, en tant que victime, on t'aide à aller de l'avant, à aller à la découverte de toi, à mieux te connaître, voilà, et à avancer. Joyce, après cet l'échange qu'on vient d'avoir et tout, quel est le résumé que tu as pu faire par rapport à ce que tu as vécu, la situation dans laquelle tu te trouves maintenant, ton ressenti, les émotions et tout? Comment tu te sens? Je vais me dire que je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui si je n'avais pas traversé aussi ça, tout simplement. Ouais. Je suis restée une personne sensible et sensuelle, j'aime dire ça. Moi, j'aime beaucoup la sensualité. Voilà. Donc, je suis la mère de la sensualité. Oui. Donc, je me dis, qui sait, peut-être il fallait ça pour que je sois comme ça. Mais après cet échange aujourd'hui, après être passé à la clinique Sexual Confidence, comment tu te sens? Quelles sont les informations? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus? Le fait déjà de savoir que derrière moi, ou grâce à moi, beaucoup de personnes soit vont se retrouver, soit vont se lever également et venir chercher de l'aide. Moi, c'est comme un accomplissement, déjà. Et tu as trop accompli, maman. C'est comme un accomplissement. Et ça me va droit au cœur. Voilà. Droit au cœur, pas au poumon, au cœur. Et ça me fait beaucoup de bien, juste de savoir que, voilà, je peux apporter ma part de pierre à l'édifice pour aider d'autres personnes. Merci. Maintenant, toi-même, Joyce, tu es trop bien. Ouais. Oh, tu es une fille trop bien, tu es trop sentimentale. Maintenant, parle-moi de toi. Toi, Joyce, tu es assise là. On a échangé, on a discuté, je t'ai donné quelques éléments de réponse et tout. Qu'est-ce que Joyce se dit là, maintenant? Laisse le monde entier, on va les sauver. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On va les sauver, ça va venir. Maintenant, Joyce, toi, parle-moi de toi là, maintenant, à la clinique audio. Tu te dis quoi? Que peut-être maintenant, la lumière que je vois souvent au bout du tunnel, là, je vais la toucher. Ah, tu voyais déjà la lumière? Oui. Non, tu as touché ça déjà aujourd'hui. Tu peux mettre ça. Tu as touché la lumière. Parce que je pense que tu as les éléments de réponse à tes questions. Tu sais déjà que, OK, tel comportement me vient de telle chose. Voici comment je peux faire pour plutôt transformer ça en quelque chose de positif pour ma personne, pour que je puisse évoluer dans la lumière. J'aime le mot lumière. Que je puisse évoluer dans la lumière, être la Joyce dans... On dit quoi? La meilleure version de Joyce sur Terre. C'est ça, non? Joyce, la joie. Je dois être la joie, la vraie. Tu es même déjà la joie, maman. Quand je te vois, je veux seulement rire. Si mes frères étaient... Non, je ne parle pas de mes frères. Ils sont trop un genre, mes frères. Donc, ce que moi, je veux que tu retiennes de ton passage ici, bien évidemment, après, hors caméra, on peut améliorer 1, 2, 3 choses si tu te retrouves dans le besoin. C'est que Joyce, tu es une fille qui est très sociable, qui est trop joviale, beaucoup trop joviale d'ailleurs. Donc, il est question de réorienter cette joie-là, de vivre-là, cette manière de te comporter là, d'embrasser le monde de manière structurée. Tu vois, tout le monde ne mérite pas de voir la Joyce que moi je vois. De rire avec toi comme on a ri ici en studio. Tout le monde ne le mérite pas. Il faut que tu saches que tu dois construire une case autour de toi et que dans cette case-là, tu choisis qui entre dans la case pour voir Joyce en totalité et qui reste en dehors de la case. Ça, c'est la phrase que je veux que tu retiennes. Je veux que tu retiennes, c'est dès que tu vois quelqu'un, toi, tu entres dans la case. Toi, tu n'entres pas dans la case. Dès que tu retiens, c'est dès que tu vois quelqu'un, même si tu veux trop te fatiguer, tu dis que « Ah, j'ai mal ici », tu regardes ce truc. Toi, hors de la case. Je n'entre pas. Est-ce que tu peux faire ça? Oui, je peux le faire. D'accord.
J'aime trop ton positif. Tu es trop positive. Voilà. Merci Joyce d'être passée à la clinique audio. Et on espère pouvoir avoir ton témoignage après la clinique audio pour que les personnes qui t'ont écouté aujourd'hui, ce que tu as dit et qui se sont reconnues en ton histoire puissent savoir l'évolution que Joyce a fait. Vous aurez mon témoignage. Merci. Si vous vous êtes reconnu dans ce témoignage, ne restez pas seul avec vos questions. Votre sexualité mérite d'être comprise, entendue et réconciliée. Écrivez-nous sur WhatsApp au numéro qui s'affiche au bas de l'écran parce qu'ici, votre voix compte et votre plaisir a le droit d'exister. Dr Nastia.